Chers amis auditeurs de la fréquence 103.9, la Convergence FM, nous revenons avec votre émission L'Afrique ne doit plus mourir de ses richesses. Avec comme invité M. Youssou Diallo. Et cette émission va être une émission de synthèse. Nous avons fait 3 séries d'émissions durant ce mois. Et nous allons donc donner d'abord la parole à M. Diallo pour dire bonjour aux auditeurs et surtout se présenter. Oui. Voilà, bon, merci M. Seck de l'invitation. J'ai suivi vos précédentes émissions et vraiment ça a été un plaisir pour moi sur le plan intellectuel. Parce que c'est rare maintenant de trouver des radios ou même des télévisions où on aborde ces questions thématiques essentielles qui forgent sur le plan culturel, mais aussi sur le plan intellectuel et sur le plan moral ce qu'on appelle les élites. Et quand on parle d'élite, il ne s'agit pas uniquement que des instruits. Et ça, je crois qu'il faut faire cette différence qui est essentielle. Donc, je vous remercie de l'invitation. Bon, moi, mon nom véritable, c'est Youssoufa Diallo. C'est ça mon nom propre. Mais non, mon nom commun, c'est Youssou Diallo. C'est comme ça qu'on me connaît. D'ailleurs, c'est pourquoi, quand on m'invite souvent, c'est ce nom que je donne. Donc, je suis un Saint-Louisien. Je suis né à Saint-Louis, donc à la fin des années 50, début des années 60. J'ai fait mes études là-bas, à l'école primaire, à l'école du Nord. J'ai fait le lycée Faidherbe, devenu aujourd'hui El Hadji Omar Foutiyou Tall. J'ai eu mon bac en 1978. J'étais un élève assez brillant. D'ailleurs, je devais aller en France faire biologie, maths sup. Mais à cause de mon agitation dirigeant de grève au lycée, il s'est passé des choses qui ont fait finalement que j'ai atterri à l'université de Dakar. Nous, c'est ce qu'on appelle Cheikh Anta Diop aujourd'hui. Mais quand même, c'était tant mieux pour moi, puisque comme on dit, le destin est déjà tracé. Absolument. Et là-bas, j'ai suivi des études en sciences économiques. J'ai fait planification développement, donc c'est ceux qui font économie. La grande masse fait ce qu'on appelle gestion. Et après mes études, après avoir obtenu ma maîtrise en sciences économiques, j'ai réussi au concours d'entrée à l'ENAM, qu'on appelle aujourd'hui l'ENA. Et là-bas, j'ai suivi la division économique et financière, et particulièrement la section coopération. Et aujourd'hui, le président parle beaucoup de coopérative, et c'est le président Senghor, à l'époque, qui avait créé cette section-là, pour avoir des cadres de niveau très élevé, pour en fait conduire la politique de la nation en matière de développement coopératif et aussi de développement rural. Et parce qu'avant, il y avait l'ENEA. L'ENEA a été créé essentiellement pour former les cadres de niveau Bac plus 2 et les agents techniques au niveau de la coopération et au niveau de ce qu'on appelait à l'époque l'animation rurale. Donc ça remonte à quasiment Mamadou Dia. Donc voilà un peu, je suis sorti et après j'ai été affecté dans les régions. J'ai fait la région d'abord de Louga. Ensuite j'ai fait la région de Diourbel en 88, de 88 à 91 à l'époque. L'arachide, c'est l'économie de toutes ces régions. Et à l'époque, Serigne Abdoulaye Mbacké, paix à son âme, était le khalife général des Mourides. Et il m'arrivait je connaissais l'essentiel des grands cheikhs mourides et à l'époque je n'avais pas 30 ans. Okay. Et donc c'est une région que je connais bien le milieu mouride. Ensuite son successeur Serigne Abdou Khadir qui a fait à peine 11 mois. Ensuite après c'est Serigne Saliou. Et c'est vers le milieu de l'année 91 que j'ai quitté la région de Diourbel. Et après que je suis venu à Dakar, où j'ai fait continuer mon travail dans l'administration au niveau du ministère du développement rural de l'époque. Ensuite, après, j'ai été au niveau du ministère de l'économie et des finances, à la direction de la planification. J'ai été auparavant au ministère de la ville, qui était un nouveau ministère créé par, à l'époque, Abdou Diouf. Et je rends un hommage au ministre Feu Daour Cissé, qui était un excellent ministre. Et tout ce qu'on est en train de voir aujourd'hui sur les inondations,
sur la banlieue et les politiques urbaines, là, ce qu'il appelait la urbanisation, cette urbanisation quasiment rurale à laquelle nous sommes en train d'assister. C'était un homme en fait d'avant-garde. Et ensuite, après, j'ai été me délocalisé, j'étais à Tamba comme secrétaire général du conseil régional de Tamba. Les conseils régionaux avaient été créés, vous vous souvenez, en 1996. Et en 1998, j'étais le secrétaire général de la région de Tamba, que je suis parvenu bon an mal an avec le président Samoura, d'ailleurs, qui est membre du Club Sénégal émergent, et qui était en fait avec nous, et qui était le président. Donc il m'a fait l'honneur de me prendre comme son secrétaire général, et j'y ai été quasiment jusqu'en début 2003. Et à partir de 2003, le camarade et ami Landing Savané, voilà, m'a appelé à ses côtés pour que je vienne le soutenir au niveau du ministère de l'Industrie et de l'Artisanat. Et j'étais le conseiller technique en artisanat au niveau du ministère de l'Industrie et de l'Artisanat. Quelques mois après d'ailleurs, en 2003, j'ai été nommé premier directeur général de l'Agence pour la promotion et le développement de l'artisanat qui s'appelle APDA. Voilà, donc là-bas aussi, quand vous irez là-bas, vous trouverez mes traces, et particulièrement le plan d'opération stratégique. Et à l'époque, les artisans sénégalais n'allaient plus dans les foires internationales. C'est moi qui ai fait renouer nos artisans avec les foires internationales, notamment la foire de Marseille, mais aussi le CIAO à Ouaga. Et il y a eu autre chose et autre chose. Donc je vais passer là-bas. Ensuite, j'ai été après maintenant dans carrément la haute administration. J'ai été directeur de cabinet du ministère de la fonction publique, du travail et des organisations professionnelles à partir de 2004. Et à l'époque, Souleymane Ndéné était le ministre, qui est un ami aussi, un camarade de faculté, ministre de la fonction publique. Ensuite, je suis parti à la présidence comme conseiller technique du président Abdoulaye Wade, donc quasiment de 2004, disons, jusqu'à fin 2007. Et par la suite, j'ai été directeur de cabinet du ministère de l'Environnement, de la protection de la nature. Après, j'ai été aussi directeur de cabinet du ministère de l'économie maritime. Et à l'époque, Souleymane était le ministre d'État de 2007 quasiment à mai 2009. Et c'est à partir de 2009 que Souleymane Ndéné a été nommé Premier ministre. Et là, j'étais le premier conseiller spécial du Premier ministre. Alors, par la suite, maintenant, je suis revenu au ministère de l'Agriculture comme conseiller technique numéro 1. Et aujourd'hui, je suis le président du conseil d'administration de la Sonacos. Maintenant, j'ai d'autres responsabilités. Je suis conseiller départemental à Saint-Louis. J'ai été élu sur ma propre liste citoyenne que j'avais mise en œuvre en 2014. Nous avions eu 2 conseils départementaux. J'étais tête de liste proportionnelle et j'étais aussi tête de liste majoritaire sur la commune. Nous étions classés 4e. Nous avons eu 2 conseils municipaux. Ce qui montre que quand même nous représentions quelque chose, parce qu'il est rare de voir des citoyens dans une ville aussi grande que Saint-Louis, qui fait à peine au plan départemental 250 000 habitants, c'est d'avoir cette visibilité. Et à part les grandes coalitions Benno Bokk Yakaar, Sopi et la coalition Rewmi Bamba Dièye, nous venirions 4e sur 17 listes. Donc ça signifie que quand même Ensuite, je suis aussi le président du mouvement Sopindar. D'ailleurs, c'est avec ce mouvement que j'ai fait une coalition qui s'est appelée And Defar Ndar, Ndar ca Kanam. Voilà, c'est avec cette coalition qu'on était parti. Je suis aussi sur le plan politique au niveau du département de Saint-Louis, membre de Benno Bokk Yakaar, en tant que représentant d'un mouvement citoyen. Et j'ai fait partie de la coalition qui a fait gagner le président au référendum, aux législatives de 2017, mais aussi à la présidentielle de 2019. Durant l'élection de 2019, j'étais le porte-parole sur les questions agricoles, de l'agriculture du président de la République. Son Excellence Macky Sall m'a fait cet honneur-là.
Et aussi, je suis le président du club Sénégal émergent. Voilà, c'est un peu long, bon, mais quand même, puisque c'est des choses que j'ai vécues, je n'ai pas de difficulté tellement à me présenter. Parce que souvent, quand on voit des gens comme nous, ouais, on dit c'est des politiciens, mais en vérité, les politiciens sont parmi, sinon, les meilleurs de leur génération. Parce que articuler les études et la politique, et l'engagement aussi politique, syndical et autres, c'est pas évident. Donc nous avons des cursus assez lourds. Bien que c'est pas tout le monde aussi. Hein? Voilà. Mais je crois que c'est maintenant. Avant nous, à notre temps, nos générations, les gens qui étaient les gens engagés étaient les meilleurs sur le plan scolaire au niveau de leur génération. Absolument. D'ailleurs, la plupart sont devenus de très hauts cadres, soit dans le secteur privé ou dans l'administration ou dans le secteur de la société civile. Maintenant que la loi de la majorité a joué, il y a eu un délitement, et ce délitement est apparu particulièrement avec la première alternance. On a vu une espèce de je ne dirais même pas de massification, mais une massification, une clochardisation des politiques. Parce qu'avant, il était difficile de voir certaines gens compétir à certains postes. Mais finalement, là, tout était dans tout le monde voulait faire tout, et ça a produit ce que ça a produit, et aujourd'hui, il y a des situations que nous vivons qui sont un peu la conséquence de tout ça. Voilà. Donc, M. Diallo, alors, c'est une émission de synthèse. Oui. Nous avons un peu parlé d'élite à l'entame. Alors, ce que nous voyons aujourd'hui à travers, parce que ici c'est une radio, l'émission est panafricaine, c'est-à-dire les élites africaines, en prenant exemple sur nos élites sénégalaises, c'est-à-dire est-ce que l'élite sénégalaise ou africaine voit la responsabilité qui est sur ses épaules, parce que n'est pas élite qui veut. Oui, donc là, des gens comme nous, de notre génération, ça veut dire que c'est les gens qui ont dirigé le mouvement étudiant au début des années 80, avec la création de l'UNAPES, Union nationale patriotique des étudiants sénégalais. Que je connais bien d'ailleurs. D'ailleurs, moi, je vous appelle, chaque fois, jusqu'à présent, je vous appelle SEC UNAPES. Vous étiez à l'époque, je me souviens, à l'UIT. Et moi, j'ai fait sans discontinuer, de la création de l'UNAPES jusqu'à ma sortie de l'université. Je suis non seulement membre fondateur de l'UNAPES, mais j'ai été membre du comité exécutif jusqu'à ma sortie de l'université. Et à l'époque, l'université de Dakar, comme on l'appelait, effectivement, était une université africaine. Absolument. Ce n'était pas une université totalement sénégalaise. Et la plupart des gens avec lesquels nous nous battions sur le champ universitaire sont devenus aussi des élites dans leur pays. Je vais en citer Mohamed Bazoum, qui risque d'être Inch'Allah, c'est tout ce que je lui souhaite, le prochain président du Niger à la prochaine élection, parce que c'est lui le candidat du parti au pouvoir, le PNDS. Je me souviens de feu Salif Diallo. D'ailleurs, on nous confondait à tel point qu'on croyait que soit on était des jumeaux ou des petits frères et des grands frères. Salif Diallo était quasiment l'éminence grise de Blaise Compaoré et au début même des Sankara. Par la suite, il est devenu président. Sa brouille avec Compaoré a presque causé la perte de Compaoré. Et quasiment, on peut dire que presque, c'était quasiment le Sherpa de l'actuel président, comment il s'appelle, monsieur Kaboré. Et il a terminé comme président de l'Assemblée nationale, paix à son âme, donc il est décédé il y a à peine 2 voire 3 ans. Il y a aussi, je le vois, Solo Sissoko, il est actuellement parmi les plus grands dirigeants du M5 au Mali. Mais maintenant, quand nous parlons des élites, voilà, parce que l'émission cherche un peu à forcer, à faire voir la grandeur africaine à travers ses élites. Oui. Aujourd'hui, par exemple, quand nous avons devant nous ce que les gens appellent le nouvel ordre mondial, par exemple, les Africains devraient-ils attendre que les autres donnent leur définition, ou bien est-ce que nous, en tant qu'Africains,
nous sommes en mesure, nos élites sont-elles en mesure de compétir et de dire voilà notre vision? Oui, ça, je crois que depuis les pères fondateurs, depuis les Marcus Garvey, parce que là, je les considère comme des Africains américains, mais en vérité, c'est des Africains. Depuis les Blaise Diagne, depuis les Lamine Senghor, depuis les grands de présence africaine avec Alioune Diop, avec le président Léopold Sédar Senghor, avec Aimé Césaire et tout ce qui s'ensuit, avec les Majmoud Diop, avec Cheikh Anta Diop, avec, il y en avait d'autres, Abdoulaye Ly, Amadou Mokhtar Mbow, et j'en passe, jusqu'aux générations des Landing Savané, des Abdoulaye Bathily et toutes ces personnes-là. Je crois qu'Amad Dansoko, je ne l'oublie pas, Seydou Sissoko, etc., ceux qui étaient dans le PAI, les Khalilou Sall, qui fut l'un des premiers ingénieurs africains, etc. Il y a eu cet engagement-là, parce qu'une élite se définit d'abord par son expertise. Il faut être expert pour être une élite. Avoir un certain niveau de connaissance, un certain niveau de formation, un certain niveau de compétence par rapport à des domaines bien déterminés au niveau de la science. Mais on fait une extension de ces élites-là par rapport à ce qu'on appelle les personnes ressources ou les porteurs de voix. Les gens qui sont des leaders. Par exemple, quand on prend la liste que vous avez citée, oui. Certes, il y a une expertise, mais je pense que le résultat, ce que le résultat a donné, en termes, quand tu as des experts, l'intérêt est que ça donne quelque chose. Si nous regardons les élites africaines, pour l'essentiel, certains ont été emprisonnés, d'autres ont été tués, d'autres ont été un peu écartés. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est comment faire de sorte que ceux qui sont ici aujourd'hui en tirant leçon de l'histoire, est-ce qu'ils voient qu'il faut se décomplexer par rapport à ce que les autres élites sont en train de nous imposer, nous, en tant qu'Africains ou en tant que Sénégalais, mais les enjeux du nouvel ordre mondial sont tels qu'il est impératif que les Africains se positionnent. Or, qui va positionner les Africains si ce n'est les élites? Effectivement, ça dit que là, j'en étais... parce que c'est une démarche un peu ternaire que je fais sur 3 temps. L'élite d'abord par rapport à l'expertise, mais l'élite aussi par rapport à l'engagement. Ouais. Parce qu'une élite, quand on parle d'élite, et on ne préfère ne pas parler d'expert, parce que l'expert est presque exclusivement voué à sa science ou à sa compétence. Par contre, l'élite, il fait la fusion entre la compétence et l'action, et y compris l'action auprès du peuple, l'action politique. Donc, parler de rouge et expert. Rouge et expert. Et Karl Marx nous dit dans la 11e thèse sur Feuerbach, les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde, il s'agit de le transformer. C'est Karl Marx qui définit réellement la notion d'engagement par rapport aux intellectuels et aux élites. Maintenant, Frantz Fanon l'a repris d'une autre manière, en disant que chaque génération, il parle des élites, a une mission à remplir. Soit elle l'a remplie, ou bien elle l'a trahi. Et ça, c'est... Frantz Fanon était un Guyanais ou un Antillais qui est parti s'engager dans la révolution algérienne et qui est mort citoyen algérien. Donc, à l'époque même, les notions de nation, État-nation, les gens ne s'en limitaient pas. Les gens avaient une cause internationale, avaient une cause africaine dans laquelle, selon le niveau de pays, et dans ce cadre, bon, vous prenez des gens comme les Sékou Touré, comme les Houphouët-Boigny, ce n'étaient pas des gens sur le plan intellectuel qu'on pouvait appeler les grands experts, mais à cause de leurs engagements sur le plan politique et le plan syndical, ils sont devenus parmi les plus grands dirigeants de ce continent-là. Donc, ce qu'il y a lieu aujourd'hui, c'est que non seulement il faut être expert, mais il faut s'engager. Il faut être à côté de son peuple. Et être à côté de son peuple, ça signifie identifier les causes du peuple. Les causes du peuple dans la période ou dans l'époque où on se trouve. Quelles sont les questions fondamentales qui se posent à nos peuples pour leur permettre de s'épanouir, pour leur permettre de régler leurs besoins, pour leur permettre d'avoir le bien-être.
dans le cadre de la liberté, dans le cadre de la dignité, dans le cadre du respect mutuel vis-à-vis des autres peuples. Et c'est cet engagement-là que les élites, parce que les élites, pour aller aussi vers un autre qui a fait diriger la révolution russe, je veux parler de Lénine. Lénine parlait d'avant-garde. Les élites sont perçues comme une avant-garde. Et une avant-garde n'a de sens que par rapport à ses troupes. Un état-major n'a de sens que par rapport à ses officiers, ses sous-officiers et surtout ses soldats. Si l'élite est coupée du peuple, l'élite n'a pas de sens. Et les différentes élites africaines ont cherché à faire cela. Mais aujourd'hui, on est en Afrique confronté à des problèmes sérieux. Et des fois, on a beau faire parce que de plus en plus, la revendication à caractère politique est de plus en plus abandonnée ou bien édulcorée. N'est même pas abandonnée parce que les gens sont conscients que s'il n'y a pas une certaine libération politique et sociale, il va être difficile pour l'Afrique de pouvoir s'exprimer. Parce que comme on dit, l'Afrique non seulement est un continent potentiellement développé, est un continent potentiellement porteur d'un avenir radieux, mais aujourd'hui, l'Afrique a des difficultés pour aller de l'avant. Et ces difficultés, quelle lecture vous pourrez en avoir? Si on devait parce que ce sont les élites qui tirent vers le haut. On a des difficultés. Si je regarde, je fais référence à un regard sur le passé qui dit que Samori a connu la défaite à cause de la supériorité matérielle du colonisateur. Ce que nous vivons aujourd'hui aussi est lié au fait que l'Afrique peut. On a dit que l'Afrique a des possibilités Mais ce qui nous bloque aujourd'hui, c'est par rapport peut-être à ce matériel-là. Les autres sont plus outillés que nous. Dans une de nos émissions d'ailleurs, je disais, c'est peut-être seulement en Afrique qu'on peut bombarder un pays souverain, tuer son chef d'État, et puis rien ne se passe, ce qui s'est passé avec Kadhafi. C'est-à-dire, est-ce que les îles africaines aujourd'hui sont... Ou bien en tout cas, il ne faudrait pas que certaines îles africaines puissent se positionner pour voir comment tirer l'Afrique de là où nous sommes. Oui, c'est tout ça. La question même de la supériorité matérielle, technique et tout ça, c'est une réalité. Mais je crois que ce n'est pas ce qui est déterminant. On a vu des peuples qui étaient moins armés, des peuples qui étaient moins dotés sur le plan matériel, faire face et résister jusqu'à quasiment obtenir la victoire. Je crois qu'il y a le cas le plus proche et le plus illustrant, c'est le cas de Cuba qui est à la porte des États-Unis. Un autre cas, c'est le cas du Vietnam à l'époque, confronté à la grande puissance américaine. Ici en Afrique, c'est le cas de l'Algérie. C'est aussi le cas de la Guinée, qui à un moment s'est engagé et qui a résisté. Et il n'y a pas le plus loin, il y a le cas du Tchad avec la Libye. La Libye était super armée, mais l'armée tchadienne était beaucoup plus engagée et beaucoup plus professionnelle et beaucoup plus au fait de la cause pour laquelle elle se battait. Et aujourd'hui, le Tchad, bien qu'étant l'un des pays les plus démunis sur le plan économique, est quasiment devenu l'une des premières puissances militaires de la zone de la CEDEAO. Je ne dis même pas etc. Il n'y a qu'à voir les différentes missions militaires avec le Tchad. Donc tout le problème est le lien entre les élites et le peuple. La conscientisation du peuple, l'engagement du peuple, la fusion avec le peuple. Parce que comme disait l'autre, le peuple est la force motrice de l'histoire. Le peuple est le créateur de l'histoire. Le peuple est invincible. Un peuple mobilisé, même d'1 million de personnes, peut-être vous les tuez tous, mais il y a un niveau d'engagement et de conscientisation que le peuple atteint. Ce peuple devient indestructible et invincible. Et le problème maintenant des élites, c'est ce qu'on appelle le problème
de la liaison de ces élites avec les masses. Le problème de la ligne de masse. Et comme disait l'autre, la ligne de masse est une méthode, un style de direction, est une méthode de connaissance. Mais aussi, c'est une méthode d'investigation. Oui, et souvent, on a vu des élites s'engager qui ont fini en martyrs, ont fini par accuser le peuple. Oui, les peuples africains sont lâches, il n'y a pas besoin de se battre pour les peuples, etc., etc. Mais tout le problème est de savoir dans quel état d'esprit et à quel niveau se situent les peuples pour lesquels on prétend se battre. Voilà, absolument. On stigmatise les peuples africains. Oui, non, les Africains, c'est des gens, c'est des fainéants, les Noirs sont des poltrons, etc. C'est des gens qui ne sont pas capables. Oui, les Arabes peuvent aller se faire tuer pour une cause, mais ce n'est pas le cas des Africains. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, oui. Voilà. Maintenant, le problème des élites. Et là, je parle de notre génération. Par exemple, à un moment, il y avait une prégnance qu'on avait dans ce pays-là, qui faisait que si nous avions un peu plus de réalisme, nous étions un peu plus réalistes. Si nous étions un peu plus pragmatiques, nous avions les pieds sur terre, c'est sûr que Abdoulaye Wade ne viendrait pas au pouvoir avant la gauche. Oui, absolument. D'ailleurs, la gauche a été presque les éléments de la gauche ont été les faiseurs de pouvoir. Absolument. Même les journalistes. Et même aujourd'hui au Sénégal, regardez les personnes qui sont presque les élites qui sont un peu partout et qui sont brillants. C'est des gens, pour l'essentiel, qui viennent de la gauche ou qui ont été formés par la gauche. Absolument. Ah, donc, quelque part, peut-être que le message, la lutte n'a pas été vaine. Non, c'est sûr. Maintenant, cet esprit-là que notre jeunesse a, parce que il est évident et clair aujourd'hui, à l'époque, nous disions que les pays veulent l'indépendance, les nations veulent la libération et les peuples veulent la révolution. Mais ce triple courant existe toujours. Peut-être ce qu'on appelle la révolution, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est la démocratie, c'est la libération nationale. Notre jeunesse, nos peuples n'acceptent plus d'être dominés. Ça, c'est clair. Même les Occidentaux aujourd'hui s'en rendent compte. Il faut, même pour continuer à nous dominer, il va falloir avoir d'autres stratégies. Mais pas l'ancienne stratégie coloniale ou la stratégie néocoloniale. Il faudrait peut-être un néocolonialisme d'un nouveau type pour pouvoir continuer à nous dominer. Leur méthode opérationnelle est quand même efficace. Je pense que depuis la Grande Royale, qui disait qu'il faut aller à l'école du blanc, apprendre l'art de vaincre sans avoir raison, je pense que l'élite africaine, je ne veux pas dire francophone ou anglophone, etc., qui ont été à l'école du blanc, quand même, si nous regardons le cursus où ça a amené l'Afrique aujourd'hui, c'est que ça n'a pas permis de créer un leadership tel qu'on puisse compétir avec les autres grandes puissances, comme par exemple le sport quand même a un peu décomplexé en permettant au Sénégal de battre la France. C'est-à-dire aujourd'hui, par rapport aux autres pays, parce que est-ce que les pays africains, le continent, avaient vu qu'il fallait qu'ils prennent du muscle? L'intégration a été là pour dire qu'un seul pays ne servira pas à grand-chose, ne peut pas résister. Il fallait regrouper. On a eu la CEDEAO, la CEDEAO. Aujourd'hui, on parle de l'Union africaine. Mais est-ce que, toujours pour ne pas sortir encore des élites, c'est-à-dire, est-ce qu'on sent les élites autour de ça quand vous parliez de liaison des élites avec les masses? Est-ce qu'aujourd'hui, les masses africaines ont une préoccupation ou bien ont une visibilité pour voir pourquoi c'est important que la CEDEAO soit? Pourquoi c'est important que l'Union africaine soit? Par rapport à la question de la liaison, la responsabilité des élites par rapport aux enjeux internationaux, est-ce que cela c'est? Oui, je crois que les luttes qui ont été menées par les différentes générations, comme j'ai dit avec le cas du Sénégal, n'ont pas été des luttes vaines. Parce qu'aujourd'hui, même les différentes institutions que nous avons, que ce soit l'UEMOA, que ce soit la CEDEAO et tout ça, et que ce soit l'Union africaine, effectuent des pas lents
dans le sens de la libération nationale et sociale du continent. Mais le peuple peut-être ou les intellectuels estiment que ne sont pas suffisamment puissants, ne sont pas suffisamment déterminés et rapides dans le sens de la libération du peuple. Mais comme on dit, en fait, pour les élites, il y a en fait 2 déviations qu'il faut éviter. La première déviation, c'est l'aventurisme. Avoir une mauvaise appréciation du rapport de force entre nous et les puissances occidentales. Elles sont puissantes, ça, il faut le reconnaître. Elles ont des armes multiformes de destruction et de liquidation des élites et des causes justes. Donc il faut avoir une bonne appréciation de la réalité. C'est ça que j'appelle le réalisme, c'est ça que j'appelle le pragmatisme dans les analyses. L'autre déviation, c'est l'aplatissement. Dire que puisqu'ils sont plus puissants, ils sont plus armés, etc., qu'on continue à faire ce que j'appelle des compromis, etc., mais qui en réalité sont des compromissions. Il y a une façon de dire non. Il y a une façon de dire non par rapport au rapport de force. Et en continuant à construire ce rapport de force. Et je crois que l'Afrique est en train de construire ce rapport de force. Souvenez-vous, l'UEMOA a été créé au lendemain de la dévaluation du franc CFA. Vous vous souvenez, en 1994. Ça a été une réaction pour dire à ces gens-là, nous nous sommes rendus compte que vous nous avez divisés, mais que notre intérêt est dans l'unité. Et depuis lors, vous avez vu les performances que l'UEMOA a eues. Ça a été presque parmi l'une des zones économiques et sociales les plus performantes sur le plan du développement. Le cas de la CEDEAO, la CEDEAO, dès sa naissance, avec bien sûr l'apport des anglophones. Parce que là aussi, il faut faire la part un peu entre les anglophones et les francophones. Parce que les francophones, c'est comme ce qu'on appelait un peu la domination directe. Ils prennent presque partout la place des autochtones. Quand il a fallu même chercher des intermédiaires, ils nous ont amené des gens qu'ils ont baptisés, puisqu'on était dans des pays islamiques, libano-syriens. Mais en vérité, sur le plan sociologique et social, c'est des gens qui viennent d'autres contrées pour être des intermédiaires. Par contre, l'indirect rule, c'était ce qui s'est passé dans les colonies anglophones. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si les premiers pays qui ont été décolonisés ont été ces pays anglophones. Et c'est des pays il y a eu la notion de self-gouvernement très tôt. Et donc, l'influence de ces pays anglophones a joué au sein de la CEDEAO, qui s'est engagé dans des processus extrêmement salutaires au niveau de l'Afrique. À l'OUA à l'époque, devenue Union africaine, vous vous souvenez du plan d'action de Lagos, qui est presque le véritable programme de développement de l'Afrique. N'est pas de tout ce qu'on dit après, c'est en fait des extraits et des atténuations du plan d'action de Lagos, qui a été élaboré, je crois, en 1982. Et ça, c'était en réaction au rapport Berg. Elliot Berg, son rapport a été la systématisation du consensus de Washington, qui est la nouvelle forme de néocolonialisme au plan économique. Donc, je veux dire que, en fait, nous sommes en train de faire des pas. Mais les pas ne sont pas suffisamment puissants, ne sont pas suffisamment forts et ne sont pas suffisamment rapides par rapport aux revendications de nos peuples et particulièrement de nos jeunesses. Parce que je ne suis pas sûr que ce que nos générations avaient accepté, même de manière mécanique, automatique, les nouvelles générations ne l'accepteront pas. Et je crois que les Occidentaux en sont conscients. Donc maintenant, ce réveil-là, le rôle des élites aujourd'hui, c'est d'abord ce lien avec les masses, et ça m'amène au troisième axe, parce que j'avais dit expertise, j'ai parlé d'engagement, mais maintenant je parle de vertu. Quand vous parlez de vertu, d'abord la première chose qui vient à l'esprit, c'est la gouvernance. Ouais, on ne peut pas prétendre vouloir libérer nos peuples en continuant à avoir une certaine forme de gouvernance. Caractérisée par quoi? Par la corruption, par le népotisme, par la dilapidation des ressources publiques, par l'accaparement familial, dynastique, monarchique et que sais-je encore. Le pillage des ressources nationales, l'extorsion des fonds et leur localisation dans les pays qui nous ont dominés. Le transfert massif des ressources de nos pays
vers ces pays-là. Et qui finalement, quand il y a un coup d'État, ou il y a une alternance, ou il y a une situation judiciaire, etc., c'est des milliards et des milliards qui finissent dans les poches ou dans les banques, en fait, de ces Occidentaux. Parce que eux, leur problème, ce n'est pas que tel ou tel dirige, que tel clan ou tel caste dirige, mais leur problème, c'est de perpétuer ad vitam aeternam leur système de domination. Maintenant, que le pion s'appelle X, Y ou Z, ce n'est pas très important pour eux. Donc, ils n'ont pas un allié à vie, ils n'ont pas un allié à mort. Mais ils ont des pantins et des instruments qu'ils utilisent pour perpétuer leur système de domination. Donc ça, la question de la gouvernance est une question qui est essentielle. La question du système politique, un système politique qui permette au peuple de se libérer, qui permette au peuple de s'exprimer, qui permette au peuple d'avoir la voix au chapitre. C'est ce que nous appelons la démocratie. Oui, bon, maintenant, quand je reprends ce que vous venez de dire tantôt, à savoir que eux, ils ont un système qu'ils veulent perpétuer. Et je pense qu'il est important pour nos élites africaines aussi d'avoir une approche. Quand vous parlez de vertu tantôt, dans une de nos émissions, je disais que El Hadj Malick Sy a tiré une leçon. C'était que El Hadj Omar a utilisé la force, le fusil, etc. pour se battre contre la colonisation. Il se rend compte qu'avec de pareilles armes, il ne peut pas arriver à grand-chose. Donc il a utilisé une autre approche. L'autre approche qui est plus réaliste, qui permet de sauvegarder le peuple, mais aussi de faire de sorte qu'au plan de son combat contre le colon, il puisse arriver à le faire sans, en termes de rapport de force, sans faire des heurts qui, au bout, allaient faire comme ce qui s'est fait avec les Samouris, les El Hadj Omar, etc. Donc. Et là, effectivement, c'est un problème de stratégie, mais vous avez vu que Cheikh Ahmadou Bamba a eu aussi la même démarche, mais une démarche qui était beaucoup plus que le colon n'a pas accepté. Donc, vous voyez, ça, c'est des questions de stratégie, mais l'un dans l'autre, ça nous ramène à la dimension culturelle de la libération, en fait, de notre continent. Parce que, et ça pose la problématique entre ce que j'appelle, entre la révolution et la transformation sociale et politique. Parce que la révolution, c'est Engels qui définit la révolution. Engels dit que la révolution, c'est l'acte violent par lequel une classe ou un groupe de classes en renverse une ou d'autres. Donc, c'est une notion de renversement. Donc, c'est typé dans le temps, c'est localisé, c'est un acte violent, c'est un acte brusque, c'est un acte momentané. Alors que le véritable problème, parce que la contre-révolution peut venir. Et ça nous amène à une dimension de ce que certains, particulièrement les trotskistes, appelaient la révolution permanente. Alors, parce que la notion de... nous avons un problème de temps aussi. Oui, je vais terminer un peu sur ce point. Parce que la notion de transformation sociale est plus complexe. Ça engage une dimension culturelle. Ça engage les comportements. Ça engage les attitudes. Et les attitudes et les comportements, c'est la culture. Et ce qui n'est pas facile à transformer du jour au lendemain. Ça peut se faire sur plusieurs générations. Regardez aujourd'hui, si vous voyez ce qui se passe au Sénégal, mais vous savez que le combat de El Hadj Malick Sy, de El Hadj Omar Foutiyou Tall d'abord, de Samori, de Cheikh Ahmadou Bamba et de tous ces pré-chevaliers et de tous ces révolutionnaires qui ont été tués ou encastrés à titre de groupe ou d'individus n'a pas été vain. Absolument. Parce que l'esprit de leur combat a pu ensemencer et faire germer, en fait, de nouvelles graines, aujourd'hui qui sont des graines non seulement plus nombreuses, mais aussi des graines plus vigoureuses. Donc, la notion de combat, dans ce cadre-là, transcende, en fait, nos vies et nos générations. Il faut savoir se situer dans une perspective. Parce que
Quand les Seydi Hadji Malick Sy faisaient ce qu'il faisait, en implantant les Zawiya, etc. Quand Cheikh Ahmadou Bamba était dans le monde rural, faisait le travail qu'il faisait, avait formé les cheikhs et autres, il savait qu'il avait semé en l'homme. Ouais. Et quand vous semez en l'homme, mais il n'y a pas d'hivernage ou absence d'hivernage, non. Cette semence-là germe, si elle est bien ensemencée. Voilà, donc eux, c'est le combat de l'homme qu'ils ont mené. Souvent, dans nos révolutions, on oublie, ou dans les processus de transformation, on oublie l'homme. Parce que je vous ai dit, il y a des peuples qui étaient beaucoup plus faibles, moins puissants, mais qui sont parvenus à résister dans le champ de l'histoire, parce que les gens, les dominateurs savaient que vous tuerez ces peuples-là jusqu'au dernier, mais les gens n'accepteront jamais la soumission. Et ça, c'est pas dans les armes. Pour en venir un peu, et c'est pas tellement... parce que je pense qu'on a même un peu abordé, c'est élite. Vous avez parlé de bonne gouvernance, etc. La question du Mali a posé justement cette problématique-là, la problématique de la bonne gouvernance. C'est-à-dire que certains s'installent, ont un clan à eux, ont souvent même leurs fils ou leurs enfants dans le dispositif, ce qui fait que, en fait, le peuple se révolte contre justement cette malgouvernance. Aujourd'hui, à l'échelle de notre CEDEAO-là, est-ce qu'il n'est pas important que les élites politiques puissent parler, puissent donner des... Parce qu'on parlait de prescriptions. Quelles prescriptions aujourd'hui ils pourraient donner pour non seulement parler aux élites, mais aussi parler au peuple de la nécessité aujourd'hui de créer des ruptures pour qu'on puisse avancer. C'est-à-dire que ces types de gouvernance puissent s'arrêter là. Parce que je pense que quand même le Mali a été un déclic. Oui, là donc je pense que pour ce qui concerne le Mali, ça pose plusieurs problèmes. Parce que quand des élites sont corrompues, les pays sont à l'abri, ne sont pas à l'abri de situations comme celle qu'il y a dans le Mali. Vous êtes un régime corrompu, je ferme les yeux, mais pendant ce temps, je vous pille. Bon, il y a des instruments, Areva, un peu dans les zones contrôlées, les zones du Nord, etc. Bon, il y a aussi le jeu sur les divisions ethniques, etc., etc. Et souvenez-vous, le Mali a la faiblesse un peu de ses forces. Un territoire qui fait plus d'1,2 million km², un territoire qui n'est pas densément peuplé, qui est constitué d'une mosaïque d'ethnies qui ont toujours vécu en paix, mais que le colon ou les dominateurs sont parvenus à mettre les uns en fait contre les autres. Maintenant, il s'est trouvé les problèmes de fonctionnement interne, etc. Et là, je crois que vous entendez certains Maliens, quand je les entends, je dis, mais c'est extraordinaire. Certains disent, oui, nous préférons les Russes à la place des Français. Mais entre l'impérialisme et le social-impérialisme, il n'y a pas de choix à faire. C'est l'impérialisme. Ouais. Des élites maliennes qui disent, oui, nous préférons la Russie comment ça s'appelle, à la France. Mais il n'y a pas un choix à faire. Le choix à faire, qui est le vrai choix du peuple, mais c'est la libération du Mali. Et peut-être de nouvelles alliances, parce que je pense quand même dans la géostratégie... Non, c'est différent des alliances. Quand vous dites je préfère tel à tel, alors que vous savez que tel que vous voulez faire entrer dans votre pays est venu bien aussi pour vous dominer et vous piller, mais il n'y a pas un choix à faire. Le choix, c'est un choix souverain, un choix indépendant, un choix libératoire du peuple malien, maintenant qui, dans sa stratégie, peut s'allier à tel ou tel à un moment déterminé, mais avec une option irrépressible et inextinguible contre toute forme de domination et d'exploitation. Mais si on regarde aussi au plan international ce qui s'est passé depuis la Première Guerre mondiale jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, l'Occident, en fait, a régenté le monde. On a vu même ce qui s'est passé, par exemple, en Syrie. C'est à peu près ce qui s'est passé dans d'autres pays. C'est-à-dire, ils arrivent, un régime souverain, on le bombarde, on le déstabilise au gré des alliances. Je pense que quand même, au plan international, il faut aussi que les élites africaines aient une vision géopolitique
telle qu'elle soit en mesure de pouvoir aussi jouer sur les forces. Nous ne sommes pas suffisamment forts. Mais les judokas, il y a un truc en judo qui dit on utilise la force de son adversaire pour le terrasser. Je pense qu'aujourd'hui, nous n'avons pas intérêt à des confrontations frontales avec ces grandes puissances. Mais je pense qu'on doit avoir de l'intelligence à pouvoir jouer un peu là-dedans pour pouvoir sauver nos pays, sauver nos peuples, mais aussi gagner en souveraineté. Parce que l'Afrique a quand même des ressources. Oui. Non, là, je crois qu'effectivement, je suis d'accord jusqu'à une certaine mesure, mais je crois que aussi, il ne faut pas qu'on idéalise l'Afrique. L'Afrique a ses propres problèmes. Je crois que moi, je suis beaucoup plus d'accord sur la thèse de Senghor sur les cercles concentriques. Construire l'unité africaine, bien sûr au plan continental, mais aussi, surtout, en misant sur les voisinages et les proximités pour créer les homogénéités, les acceptations et la chute de certaines barrières de chauvinisme ethnique, linguistique, etc., ou les préjugés historiques entre certains peuples, et construire patiemment cela. Parce que l'Afrique aussi a ses tares, l'Afrique a ses avatars. Donc le processus de construction de l'unité africaine, de libération politique et sociale et économique de l'Afrique, va aussi parallèlement avec ce processus, et même, je crois, est l'aspect le plus fondamental. C'est pourquoi toute précipitation dans la construction de l'unité africaine, l'Afrique des nations, l'Afrique des peuples, ici et maintenant, ce n'est pas encore possible. Donc c'est un processus. Des fois, les gens condamnent la CEDEAO. La CEDEAO devait faire ci, devait faire cela. Non, il ne faut pas donner plus de responsabilités ou de pouvoir que la CEDEAO en a. La CEDEAO est encore une association d'États. N'est pas encore devenue bien sûr, nous avons fait des progrès, nous avons nos pièces d'identité. Il y a l'harmonisation des tarifs douaniers, il y a l'harmonisation des fiscalités, etc. Il y a des institutions sur le plan juridique au niveau de la CEDEAO, etc., etc. Il y a l'harmonisation au niveau des lois, avec l'OADA et tout ça. J'ai dit, c'est des progrès importants. Absolument. Mais quelquefois qu'on oublie. Qu'on oublie. Oui. Alors, donc, la précipitation, parce que le problème n'est pas uniquement l'autre, mais le problème, c'est aussi nous, Africains. C'est nous, Africains. Nous pensons qu'entre nous, il n'y a pas de problème. Il y en a. Oui. Et ça aussi, il faut en être conscient. Absolument. C'est pourquoi moi, je taquine toujours les élites en disant que le chapelet de bienfaits de la CEDEAO que vous venez de dicter là, c'est-à-dire, est-ce que les îles africaines y travaillent pour populariser, pour que le peuple prenne conscience qu'aujourd'hui, si certaines choses peuvent arriver au Mali, en Guinée-Bissau ou au Sénégal, c'est parce que nous sommes faibles. C'est important aujourd'hui qu'on se regroupe pour faire de la force et pouvoir mieux résister à ce qui, inévitablement, nous guette. Parce que vous voyez que avant, c'était la situation du Mali, c'était une puissance occidentale qui venait et puis qui intervenait directement et puis c'est fini. Mais maintenant, un peu partout, que ce soit en Gambie, un peu partout, mais il a fallu faire recours à la CEDEAO. La CEDEAO a réglé le problème de la Gambie, on l'oublie souvent. Il n'y a jamais. Et aujourd'hui, d'ailleurs, la force Barkhane est relativement neutralisée par la présence de la MINUSMA et des différentes forces africaines, interafricaines. Je crois qu'il y a de plus en plus, et aussi il y a certaines puissances aujourd'hui qui ont du mal à se débarrasser de leur passé colonial. Et qui ne pensent exister qu'à travers leur ancien espace vital colonial. Mais c'est dépassé. Oui, absolument. Voilà. Donc il y a des processus qui sont en cours, qui sont complexes, qui sont difficiles, mais je crois qu'il y a déjà un chemin parcouru. Et je ne voudrais pas, comme certains le font, souvent certains intellectuels, souvent verser le bébé avec l'eau du bain. Il faudrait qu'on sache qu'il y a eu quelque chose qui est en train de se faire, qui est complexe, mais le travail si dans chaque pays, on travaille déjà à régler un certain nombre de questions, à instaurer la démocratie, à lutter pour la bonne gouvernance, en mettant en place des institutions et des structures crédibles, mais aussi en ayant aussi une culture de paix. Absolument. La culture de paix est quelque chose de très important. Par exemple, l'attitude de principe sur le putsch au Mali de la CEDEAO
Moi, j'ai bien aimé cette attitude de principe. Et ça pousse tous les gens qui sont les militaires et autres qui sont tentés demain de faire un coup d'État, bien que le coup d'État pour un démocrate est condamné par un démocrate par principe. Mais des fois, on ne peut pas se limiter uniquement au principe, comme c'est le cas du Mali. Mais il faut avoir les principes et composer avec la réalité, parce que comme on dit, la diplomatie, c'est l'art de l'hypocrisie. On fait ce qu'on ne dit pas, on dit ce qu'on ne fait pas. Mais en dernière instance, la démocratie est la consécration de ce qui existe. Voilà. Maintenant, on va un peu conclure sur cet élément-là. On a parlé des institutions d'intégration africaine. Alors, M. Diallo, quels en sont les enjeux aujourd'hui? C'est-à-dire que ce soit la CEDEAO, l'Union africaine, quelle vision vous avez de ça? Oui, les visions sont des visions comme d'ailleurs le titre, le nom de votre chaîne, convergence. Il faut des convergences. Parce que converge ce qui est différent. Et l'espace ouest-africain, l'espace est-africain, l'espace de l'Afrique centrale et de l'Afrique australe. Bien sûr, il y a l'espace de l'Afrique septentrionale du Nord qui est un peu plus complexe, mais où déjà il y a de grands ensembles. Il faut travailler à construire ces proximités-là. Et je crois que de ce point de vue-là, il y a des efforts importants qui ont été faits. Et nous avons de la force parce que nos peuples aspirent aujourd'hui à la démocratie, aspirent à la libération économique, sociale, politique, culturelle. C'est une donne fondamentale. Même si aujourd'hui des élites désemparées ou désaxées veulent imposer le passé, ce n'est plus possible. Absolument. Il faut faire avec l'ère du temps. Et l'ère du temps, ce sont les aspirations profondes et fondamentales de nos peuples, incarnées par nos jeunesses. Maintenant, c'est dans cette trajectoire-là qu'il va falloir continuer à travailler. Mais est-ce que notre jeunesse est préparée à ça? On parle, non. C'est un avantage, mais est-ce que la jeunesse est préparée à ça? Je crois que c'est un travail qu'il faut approfondir. Mais déjà, cette conscience du refus, même spontanée, aujourd'hui existe fondamentalement et de manière massive et décisive au sein de notre jeunesse. Ça, je crois que le complexe que peut-être les anciennes élites avaient vis-à-vis de l'Occident est en train d'aller vers sa mort certaine. Et moi, je crois que si on ensemence dans ce terreau-là, et si on arrose sur ce terreau, je crois que rapidement, on aura des fleurs odorantes et puis de belles fruits. Je crois que l'Afrique a est en train de bouger. Mais compte tenu de son caractère massif, de son caractère géant, en fait, les pas des géants ne se constatent pas rapidement. Parce que les pas des géants sont des pas lents. Mais chaque pas qu'un géant pose est un pas décisif. Et nous souhaitons que les générations actuelles, les élites actuelles africaines, puissent travailler respectivement aussi bien au sein de leur espace État-nation que dans les espaces nations qui sont un peu ce que nous disons, parce que l'Empire du Mali, l'Empire du Ghana et tout ça, presque recouvrer un peu ces espaces-là. Et donc c'est ça aujourd'hui qu'il faut reconstruire. Et la dimension culturelle et la dimension paix et sécurité sont des dimensions essentielles. Durant une des émissions d'ailleurs, je pense que là aussi c'est important que l'on puisse intégrer dans le cadre des élites l'élite arabo-islamique. On a parlé de la révolution Foutanké avec les Thierno Souleymane Baal. On a parlé aussi tantôt de El Hadj Omar, de Cheikh Ahmadou Bamba, de Samori, les Almami. Donc, c'est-à-dire que c'est important aussi que les élites, parce que jusqu'à présent, nous pensons que ne doit être élite que ceux qui ont été formés à l'école occidentale. C'est important aussi pour le futur de nos pays que l'on puisse savoir qu'il y a quand même un patrimoine autant intellectuel, culturel, religieux, qui est là et qui est important de prendre en main pour
arriver peut-être à booster ce que en tout cas les élites africaines responsables doivent faire. Non, là je suis totalement d'accord avec toi parce que nous avons une société qui fonctionne à deux vitesses. Et il y a ce qu'on appelle l'élite occidentalisée qui a accaparé presque tout. Et il y a une autre élite qu'on peut appeler une élite africano-arabo, disons religieuse, pour ne pas exclure les autres religions et les autres croyances. Parce qu'il y en a. Absolument. Et ces gens-là, tant qu'ils seront à l'écart du développement, il va être compliqué pour nos pays de s'en sortir. Et la meilleure illustration de ce que vous dites, c'est le cas du Mali. Parce que une élite aussi, quand je dis l'élite doit être liée aux masses, l'élitisme doit être légitime. Et aujourd'hui, le cas du Mali a montré que on a eu des élites à un moment qui sont apparues dans toute leur illégitimité. Et on a vu un imam qui était là à Bamako, qui faisait des prêches, qui joignait l'acte à la parole, qui ne cherchait pas à s'enrichir et consort. Et les gens sont retrouvés dans son discours et en ont fait leur leader. Au Sénégal, il y a combien d'imams d'ICO? Il y en a un peu. Donc, le problème maintenant, c'est l'aspect culturel. Il va falloir maintenant que dans notre système d'enseignement, que l'arabe soit au même titre que le français, que l'anglais ou d'autres langues. Et une fois que les diplômes là... Et nos langues nationales alors et les langues nationales, bien sûr. Mais c'est encore beaucoup plus complexe de ce côté-là. Mais l'arabe est une langue internationale, est une langue universelle. Parce qu'on ne peut pas... Aujourd'hui, nos langues, nous les parlons. Nous devons continuer à développer nos... Mais il ne faut pas qu'on soit aussi des arrière-gardistes. Qu'on compose avec la réalité qui est là. Une fois que on dise que maintenant, les gens, à l'école, ils sont formés, c'est un système peut-être ou trilingue. À partir de l'école primaire, les gens ont des options à être formés en anglais, en français et en arabe. Maintenant aussi, les langues nationales, on trouve le moyen de former les gens et de trouver un dispositif. Mais en tout cas, ce qui est le plus urgent aujourd'hui, c'est d'essayer. Parce que les différenciations et consorts vont disparaître le jour où quelqu'un saura, si j'ai mon certificat d'études en arabe, je peux avoir tel emploi. Si j'ai mon bac, j'ai ma maîtrise et autres trucs. Et que ça soit consacré par le système d'enseignement sénégalais. Donc moi je pense que ça c'est des questions très très importantes. Et il ne faudrait pas qu'on laisse ces questions, que l'État les laisse aux communautés religieuses uniquement. Parce que ça va conduire à quoi? Ça va conduire à des déchirures. C'est tellement massif, c'est tellement important aujourd'hui, qu'il faudrait que cette question-là devienne une question publique, devienne la question de tout le monde. Donc il y a une réflexion à faire sur notre système culturel. Donc on est presque au terme de l'émission. Donc profitez-en pour faire une conclusion. La conclusion, c'est en fait, je rappelle que je suis le président du Club Sénégal Émergent. Et c'est pourquoi nous avons pris notre devise et nous l'avons appelée expertise, engagement et vertu. En fait, c'est toute l'émission, je ne fais que développer cela. En fait, si nos élites veulent être dans la bonne trajectoire, il faudrait qu'on articule dialectiquement ces trois concepts. Mais le concept central ici, c'est l'engagement. Expertise, engagement, vertu. Vertu, engagement, expertise. Le pivot aujourd'hui de la transformation pour les élites africaines, c'est l'engagement. Quand on a appris et qu'on n'est pas engagé, quand on connaît et qu'on n'est pas engagé, quand on a des capacités et qu'on n'est pas engagé, c'est la catastrophe. Nous disons merci à M. Youssoufa Diallo de nous avoir permis de faire cette émission de synthèse. Nous disons à nos auditeurs qu'à dimanche prochain, Inch'Allah. Triomphale, nous vengeant définitivement de cet autre 29 septembre 1898, date de l'arrestation de l'empereur du Ouassou, l'Almami Samori Touré.